J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci. Et puis je te remercie pour cette chouette invitation. Avec grand plaisir. Avant qu'on commence à parler d'investissement, d'argent, de business, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, comment tu t'es lancée et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Alors du coup, je me présente, je suis Fanny, je suis consultante en gestion et stratégie financière, spécialisée dans tout ce qui est pilotage d'entreprise. Voilà, je suis un peu ce qu'on va dire plus couramment un bras droit financier. Voilà, pour faire plus simple. Moi, j'accompagne particulièrement les entrepreneuses, donc les femmes, à optimiser en fait leur business tout simplement, hein, tout ce qui va être rentabilité, tarif, choix du statut, enfin voilà. Donc vraiment les accompagner dans toutes les prises de décision. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que souvent quand on lance une entreprise, on se sent souvent très seul, même si on peut être entouré, mais on va se sentir seul en fait à la tête et se dire oh là là, ben c'est vrai que j'ai pas trop d'expérience, pas dans mon métier, hein, je l'ai mais en tant que chef d'entreprise. Donc, comment est-ce que je fais pour prendre des décisions? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise? Voilà, donc moi, je suis un petit peu la personne sur laquelle on peut se reposer pour faire ses choix et pour pas avoir justement à subir un peu cette solitude de ce côté-là. Surtout qu'il y a une vraie pression financière quand on est à son compte de se dire on va pas recevoir de salaire si on n'arrive pas à faire rentrer de l'argent. Il y a aussi cette volonté de vouloir vivre de son activité, de vouloir vivre de son projet. Et on le sait toutes les deux, ça peut être aussi un vrai casse-tête chinois de comprendre Oui, quelle marge, quelle rentabilité, quel est le bénéfice, comment est-ce qu'on fait au niveau de la TVA. Euh, c'est ça. Bah, euh, surtout que maintenant, avec Internet, il y a tellement de sources de données. Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut lire tout et son contraire. Il y a beaucoup de, voilà, d'infos, un petit peu de tout ce qu'on peut voir aussi, notamment sur Instagram. Non, il faut faire comme ça, plutôt comme ça. Et c'est vrai que sur la partie chiffres, en tout cas, il n'y a jamais une solution, enfin, une réponse prédéfinie qui va rentrer dans une case. Ça dépend tellement de choses, de, ne serait-ce que par exemple, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants? Ma situation fiscale ne va pas être la même. Voilà, est-ce que je suis salariée aussi à côté ou pas? Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et comme tu dis, cette pression, elle est énorme, surtout sur la partie finance, parce que s'il n'y a pas d'argent, ça devient très compliqué de pouvoir vivre. Donc voilà. C'est la personne en gros que tout le monde a besoin d'avoir parce que c'est un vrai sujet tabou parce que mine de rien, c'est vrai qu'on va parler d'investissement et on va parler d'argent, mais quand bien même on est en 2025, c'est vrai que ce sont quand même encore des sujets tabous, des sujets qui peuvent faire peur. Et moi-même, hein, je parle pour moi la première, c'est vrai que mettre le nez dans les chiffres, mettre le nez dans ce qui est rentré, ce qui est sorti, dans les dépenses, dans les investissements qu'on a fait, c'est pas forcément une position qui est très confortable parce que ben, généralement, c'est des sommes qu'on pensait jamais investir dans notre vie. Et se dire qu'il y a tout ça qui repose sur nos épaules, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que Oui. tu peux nous définir ta notion d'investissement business pour toi? Comment est-ce qu'on pourrait définir un investissement? Alors, un investissement, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on va engager pour développer ou en tout cas stabiliser son activité. Donc, c'est pas forcément de l'argent. C'est vrai que quand on pense investissement, tout de suite, on se dit, ah ben forcément, je vais devoir payer quelque chose. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, voilà, et évidemment l'argent, hein, ça rentre en compte aussi. Mais c'est pas forcément un achat, hein. C'est une formation, se faire accompagner, ça peut être de la pub, embaucher quelqu'un, déléguer, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans l'investissement. Ce qui va être important, c'est voilà, d'avoir un retour positif sur cet investissement-là, qu'il soit financier ou non, hein, il faut obligatoirement que j'en retire quelque chose. Et est-ce que tu considères qu'il y a des bons et des mauvais investissements qui sont faits, surtout quand on est entrepreneur et qu'on prend des décisions avec beaucoup d'émotionnel et d'envie? Oui, alors forcément, hein, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Maintenant, c'est pas au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire, je vais pas investir de l'argent et il est bon parce qu'il me rapporte de l'argent concret. D'accord? C'est pas forcément ça un bon investissement. Un bon investissement, c'est je vais avoir un retour, c'est certain, mais ça peut être de l'argent, mais ça peut surtout être aussi du temps ou de l'expertise. Voilà, quand je vais déléguer, le fait de déléguer, ça me coûte, mais ça va me ramener du temps et le temps, on sait que c'est de l'argent. Donc finalement, ça me ramène quand même un gain. Quand je vais me former, je vais agrandir, en tout cas, faire évoluer mon expertise, ce qui va me permettre peut-être de valoriser beaucoup plus ce que je vais vendre. Et donc, je vais en retirer de l'argent aussi. Donc il y a quand même un but financier, mais il n'est pas toujours au premier plan. En tout cas, il n'est pas toujours visible.
Voilà. Maintenant, le mauvais investissement, lui, ça va être souvent quand on va le faire sous l'impulsivité. Mm. C'est-à-dire, il n'est pas forcément réfléchi, il a été mal étudié, ou en tout cas, il n'est pas adapté au projet ou à ta vision. C'est-à-dire qu'un investissement, il doit être au service Mhm. de ton développement. Si tu n'avais pas prévu ça dans ton développement, bon ben, il n'y a pas forcément d'utilité, pour l'instant en tout cas, de le faire. C'est vrai que quand je t'entends parler, ça demande aussi d'avoir une certaine vision sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas. Après, je trouve que ça fait quand même vachement sens parce que si t'as pas la destination, ben, le GPS il va te faire prendre tous les chemins possibles et inimaginables et tu sauras jamais où tu arrives. Mais c'est vrai que moi j'ai souvent la sensation qu'on va suivre des objectifs qui ne nous correspondent pas ou des chemins qui ne seraient pas du tout adaptés à notre personnalité, voire même juste en fait à notre alignement. Comment est-ce qu'on peut faire le bon choix en fonction justement de ses besoins? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir avant d'investir, tu vois, même ne serait-ce que du temps, comme tu le disais très bien, Oui. mais comment on fait les bons choix pour soi et pour son business? Franchement, tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que les finances, c'est vraiment le GPS hein, de ton business. Mais si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de but à atteindre, bon, bah finalement, qu'est-ce que tu veux que tes chiffres te disent? Pas grand-chose. Voilà, c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle de finances, on a tendance à réduire ça à uniquement l'aspect chiffre. Mm. Et c'est pour ça qu'on se dit, bon, ça va, c'est pas trop compliqué, alors pas trop compliqué. Pas du tout. On fait des soustractions, des additions, enfin bref, et puis voilà. Mais non, c'est vraiment plus au sens large, et c'est pour ça qu'on parle de stratégie ou de pilotage, parce que, ok, on va s'appuyer sur des chiffres, mais on doit aussi avoir une vision. Donc Mhm. finalement, on va commencer par cette vision. Ok. Finalement, en 2025, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Et Mhm. c'est ça qui va faire découler tout le reste. Quel plan d'action je mets en place pour y arriver? Et du coup, quels sont les moyens que j'ai besoin pour y arriver? Et Mhm. donc, quand on va aborder la question quels sont les moyens, c'est forcément là où on va parler d'investissement. Bah, finalement, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de ressources Ok. pour pouvoir y arriver? Est-ce que, par exemple, je veux gagner du temps? Est-ce que je veux plutôt augmenter mon chiffre? Est-ce que je veux revoir ou améliorer mon organisation? Et par rapport à ça, bah, on va voir quel budget je peux allouer à chaque besoin qui Ok. soit cohérent avec mes finances. Parce que Ok. c'est vrai que des fois, on veut un peu structurer trop vite et c'est là où c'est pas forcément bon. Là où généralement on se casse la gueule, t'as le droit de le dire. Euh, J'ai pas osé. Non, mais tu peux, hein, tu peux. Ici, on parle en toute transparence et c'est vrai que moi, la première, j'ai fait des mauvais investissements, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, parce que c'est vrai que la première chose que l'on a envie d'analyser en tant qu'entrepreneur, parce que on le sait, hein, mine de rien, moi je vous le dis souvent, on n'est pas des associations et on est là aussi pour vivre de notre activité, quand bien même il y a beaucoup de choses qui vont graviter autour. Euh, et c'est vrai que le premier réflexe que l'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, je vais un objectif financier et quel va être le retour sur investissement. Donc, combien est-ce que je vais gagner d'argent après avoir fait cet investissement? Et il Mm, s'avère que mm. c'est pas toujours forcément la meilleure approche à avoir. Quels seraient, selon toi, les autres éléments que l'on pourrait analyser quand justement on va définir ses besoins, quand on va définir ses envies et quand on va définir toute son année 2025, de se dire, OK, au-delà juste de l'objectif chiffré financier, quels sont pas les warnings à avoir, je dirais, mais l'attention à porter en fonction des chiffres, en fonction de la rentabilité? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que juste l'argent qui sort et l'argent qu'on va investir? Pour moi, quand on crée son business, c'est vraiment parce qu'on veut avoir cette liberté un peu de choisir. Choisir avec qui on a envie de travailler, choisir ce qu'on a envie de faire comme mission. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est salarié, on est dans une case. Je prends un exemple de l'assistante. Bah, elle peut dire, oh là là, moi j'adore euh, toute la partie administrative. Par contre, répondre au téléphone, tenir un standard, c'est pas du tout ce qui me plaît. Donc voilà, l'avantage quand on va venir créer son business, c'est qu'on va dire, bah, moi ça, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le proposer. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu faire à la carte. La partie chiffre, c'est pas la finalité, c'est juste le moyen de répondre à ce besoin-là d'équilibre. C'est pour ça qu'il n'y a pas que l'aspect chiffre qui va rentrer en compte, il y a surtout les besoins personnels. Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour trouver l'équilibre? En fait, à chaque fois, ça va être une question d'équilibre, hein. Qu'est-ce que je veux? Voilà. Donc, c'est vraiment se poser les questions essentielles au départ qui sont qu'est-ce que je veux créer comme business? Par exemple, je veux pas travailler le vendredi parce que moi, c'est un jour hyper important, ou le mercredi parce que je le passe avec mes enfants. On a souvent
quand on est maman. En tout cas, c'est cette envie, hein, c'est le premier pas qui nous fait aller. Donc la question, c'est de dire, bah, est-ce que en prenant en compte cet impératif, parce que c'est hors de question, je veux pas le faire, c'est vraiment le truc que je me suis fixé, est-ce que du coup, le reste arrive à tourner par rapport à ce besoin-là? Et c'est ce qu'on doit faire et pas l'inverse. Autrement dire, ok, c'est les chiffres qui vont me dire si je peux me permettre de pas de prendre mon mercredi, par exemple. On a parlé justement de cette envie, donc qui va créer une impulsion de prise de décision, voire même d'avoir un achat, voire même une prise de décision très émotionnelle. Et on le sait toutes les deux, quand on est entrepreneur, on va aussi beaucoup vibrer avec nos choix, avec nos prises de décision, avec ce qui va réellement nous driver. Comment est-ce qu'on fait dans ces moments-là de prise de décision pour euh, le faire avec le plus grand des calmes. Enfin, ou du moins le faire avec une pleine conscience. Parce que c'est vrai que tu vois, moi, il y a un truc que j'utilise au niveau perso, mais vous pouvez l'utiliser aussi au niveau pro, c'est de me dire, OK, j'ai envie de ça. OK, je le souhaite, je veux l'acheter, ça me tente. Donc, je vais le mettre dans une liste de ce que je veux, dans mes notes. Et en fait, je vais y revenir toutes les semaines, tous les 10 jours. Et petit à petit, je vais affiner ma liste. Et en fonction des choses à l'instant T, où est-ce que je les ai marquées, 10 jours, 2 semaines, un mois après, bah, j'en ai probablement même plus envie. Et du coup, je vais les enlever. Et ça me permet de ne pas trop me disperser et d'être sûr que, OK, bon là, ça fait 3 4 5 mois que c'est dans ma liste. Je le veux réellement. Et du coup, je passe à l'achat. Mais ça, c'est un truc que j'arrive à faire au niveau perso parce que bah, j'en avais un peu marre d'être une acheteuse compulsive. OK? Au niveau pro, je ne sais pas comment faire parce que t'es tellement dans le feu de l'action, t'es tellement dans le truc de putain, j'y vais quoi. Au final, ben, le rationnel passe vraiment au second plan. Oui, et c'est là tout l'avantage d'avoir un bras droit financier. C'est-à-dire que nous, on va vraiment apporter ce terre-à-terre qu'on a besoin. Et oh là, tu t'enflammes un peu. C'est clairement pas le moment d'investir. Il n'y a pas le budget, c'est pas prévu. Ou alors non, cet investissement, il n'est pas pertinent parce qu'il va pas servir à. Mhm. Tout en gardant quand même un peu un brin de folie, parce qu'être entrepreneur aussi, c'est de dire, ben, ok, à un moment, si mon business il réussit, ben, je sais clairement que cet investissement, il n'est pas pertinent, mais ma trésorerie me permet de le faire, ben, je le fais. Voilà, il faut pas non plus trop rester dans quelque chose de carré. Maintenant, nous, pour rationaliser tout ça, on va tout prévoir en début d'année. C'est-à-dire qu'en début d'année, on a un plan d'action, on a, voilà le but que je veux atteindre, voilà les budgets que je vais pouvoir allouer. On va les mettre dans des grosses catégories, hein, matériel professionnel, micro, caméra, etc. Bon, bah, cette année, j'aurai 2 000 € de budget, par exemple. Ok. D'accord? Le but, c'est d'avoir ce format un petit peu d'enveloppe et de dire, bah, au fur et à mesure de l'année, je vais aller piocher dans le budget que j'avais prévu parce que les investissements ont été programmés. Si un investissement apparaît et qui n'était pas programmé dans ce plan d'action, soit ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui fait que ce qu'on avait prévu n'est pas, en tout cas, le scénario a un petit peu changé. Donc, on va venir analyser la pertinence. Mhm. Soit ben, c'est le fameux un petit peu, voilà, comme tu disais, dépensière un peu compulsive. Oh là là, cette formation, elle a l'air tellement géniale. Voilà, ça fait 40 fois que je vois la story, elle a l'air hyper. Il me la faut, tout le monde la veut, il me la faut. Dans ce cas-là, on va venir simplement regarder un petit peu avec du recul, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je vais avoir le temps de la consommer? La formation, c'est un petit peu le piège. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire à mes clientes, on va se dire, voilà, on en fait 2 dans l'année, c'est très bien. 2 ou 3, ça va dépendre le format, hein. Quand c'est de la petite formation, bon, on peut en consommer un petit peu plus. Mais dire, voilà, ça sera cette année l'objectif de consommer ces 2 thématiques parce que j'en ai besoin. Parce que malheureusement, on achète. Et là, j'ai pu le voir, moi, par exemple, avec le Black Friday. J'ai eu des clientes, oh là là, mais tu te rends compte, là, je peux en acheter 10 c'est pour ce prix-là. Oui, le problème, c'est qu'elle les regardera jamais. Mhm. Parce qu'on est quand même dans ce, comment dire, cette activité d'entrepreneur qui est hyper bah, prenante parce qu'on a plein de casquettes quand on est chef d'entreprise et on n'a pas forcément la bande passante pour avoir X heures allouées, en tout cas, à de la formation. Donc, c'est pour ça que il faut un petit peu raisonner ses achats par rapport à ce qu'on sera capable de consommer. Sinon, c'est un petit peu idiot d'avoir. D'avoir acheté. C'est vrai que, mine de rien, tu parles du coup des formations en ligne. C'est vrai que tu vois, même au-delà du fait d'avoir envie de l'acheter parce que c'est possible, parce qu'on a la trésorerie, déjà de un, il va manquer du temps. Mais surtout, moi, j'ai fait face aussi à quelque chose que je m'attendais pas du tout. C'était d'avoir le courage de la consommer. Parce que ça allait changer quelque chose dans mes pratiques, dans ma stratégie, dans ma vision aussi. Tu vois, j'ai acheté, je sais pas, 5 ou 6 formations de personal branding et je suis convaincue qu'elles ont peut-être toutes les mêmes piliers centraux, quand bien même les gens vont faire différemment, mais la base de tout va rester un peu la même.
parce que bah, c'est nous, de nous mettre en avant. Le seul truc ici, c'est que moi, je sais que j'avais un gros problème pour me mettre en avant. Donc forcément, tous ces investissements-là, quand bien même il y avait un peu de temps, entre guillemets, c'était un challenge beaucoup trop fort de mon côté. Et c'est vrai que j'ai manqué beaucoup de courage. Bon, là, je m'y mets petit à petit, mais c'est vrai que il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que c'est réellement fait pour vous et est-ce que vous allez réellement réussir à le mettre en avant et en place. Il y a certaines formations que vous avez achetées, vous allez avoir accès à vie et du coup là, oui, moi je vous recommande d'avoir une petite liste de toutes les formations que vous avez, de l'objectif de cette formation et si vous avez accès à vie, de checker parfois en fonction des statistiques que vous allez avoir, en fonction des stratégies que vous allez vouloir mettre en place. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi, ça ne sert absolument à rien. On a déjà tout acheté des formations qui Oui. bah, n'ont même pas enfin, vous les avez même pas commencé de votre côté. Tu parlais tout à l'heure justement d'outils que l'on va investir, les micros, les casques, les écouteurs, les logiciels. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de payer un outil pour développer son business? Et est-ce qu'un investissement est vraiment nécessaire dans ces cas-là? Je te pose cette question pour un seul et unique but, et tu vas le comprendre. Pendant de nombreux mois, j'ai été en coaching mentorat. Et la personne, à chaque fois qu'on lui demandait des alternatives d'outils gratuits, nous disait tout le temps et nous répondait systématiquement, arrêtez de vouloir monter un business avec un outil gratuit. Ce n'est pas comme ça que vous allez considérer un business, un réel business. Et c'est vrai que initialement, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, what? Mais il faut être fou pour dire ça. Genre, si t'as pas l'argent, tu peux pas investir. Mais d'un autre côté, c'est vrai que avoir ce type d'investissement, moi, de mon côté, ça m'a permis de avoir un peu plus de sérieux vis-à-vis de mon business. Toi, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu nuances? Alors moi, je nuance. C'est-à-dire qu'on peut tout démarrer de zéro sans rien. Ça, c'est une certitude. D'accord. Alors, je reformule. On peut, mais c'est pas tout le monde qui va réussir, hein. Attention, parce que ça aussi, on vend un petit peu du rêve. C'est pas tout le monde qui peut réussir. Mais en tout cas, on peut démarrer un business avec zéro. Surtout que quand on se lance, il y a plein de ressources gratuites, logiciels, voilà. Simplement, euh, le risque de trop investir dès le départ aussi, c'est que ben, on peut alourdir le fonctionnement de son business et du coup, ben, déséquilibrer complètement les finances. Et c'est là où les personnes, elles vont pas s'en sortir, elles vont avoir l'impression de faire que travailler sans pouvoir se rémunérer. Et c'est le cercle vicieux, on va soit abandonner, soit lâcher complet. Enfin bref, on va être dans ce truc-là. Donc moi, je pars du principe qu'il faut investir à hauteur de son évolution. Oui, à un moment, on doit passer par des périodes un peu inconfortables. Ok, là, je sais que pour passer au palier au-dessus, je vais devoir investir dans des outils plus performants. Donc forcément, ça va me créer plus de dépenses. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, je me rémunérerai un petit peu moins. C'est inconfortable, mais ça va me permettre derrière de développer mon chiffre d'affaires et du coup de retrouver un confort, mais un niveau au-dessus. Donc, il faut vraiment, pour moi, le faire par palier par rapport à ce que son business est capable d'investir. Alors, encore une fois, ça va dépendre du projet. Si on se lance sur un secteur de luxe où on veut tout de suite avoir une image très pro, très propre, parce que ça va aller avec le produit, ou en tout cas la tarification qu'on va proposer, bien sûr que là, au départ, on va avoir des investissements qui vont être beaucoup plus importants. Mais on a le temps, il n'y a rien qui est figé, hein. C'est pour ça que je dis, on peut vraiment démarrer avec un petit logo qui est pas très sympa, enfin qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a bidouillé. Et au bout d'un moment, quand on atteint un certain palier, en disant, bah ok, là, je vois que pour aller chercher du client plus haut ou pour développer, ben, je dois venir professionnaliser un petit peu mon image, ben hop, je vais faire appel à un prestataire. Mhm. Donc vraiment, il faut investir à hauteur de son développement et pas investir dès le départ comme si j'étais une multinationale alors que j'en ai pas les fonds ni le fonctionnement. En tout cas, ça serait complètement disproportionné. Et c'est les risques un petit peu et c'est l'erreur que je vois souvent, c'est que quand on se lance, on veut se structurer trop vite. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On se lance, on veut déjà avoir la newsletter, le podcast, le site internet, le logo, bref, on veut avoir tout de quelqu'un qui a déjà 10 ans d'entrepreneuriat alors qu'on vient à peine de démarrer et on ne sait même pas si ça va prendre. Ouais, complètement. Et surtout, quand on est dans cette phase comme ça de lancement, on s'inspire souvent de personnes que l'on va suivre sur les réseaux, sauf que les personnes que l'on va voir sont des gens qui ont probablement déjà des équipes et donc du coup génèrent quand même beaucoup de revenus. Alors oui, ils peuvent avoir des dépenses, mais ils ont les revenus qui vont avec. Et c'est vrai que le fait de vouloir se comparer, d'avoir tout de suite maintenant avec 1000 trucs qui se passent, bah forcément vous allez vous disperser. Et moi en tout cas, c'est l'une des erreurs que je vous recommande d'éviter de faire absolument
c'est de perdre le focus et de ne pas vous comparer avec des gens qui ne sont pas au même niveau que vous. Et niveau ne veut pas dire ils sont meilleurs que vous, pas du tout. Mais ça veut juste dire qu'une personne qui va avoir 5 ans d'expérience, qui va avoir son entreprise depuis 2 3 ans, ne sera pas forcément au même point de développement que vous. Parce que c'est vrai qu'on a tout un peu rêvé d'avoir une équipe, d'avoir un département marketing, d'avoir des commerciaux. Sauf que au final, avec le temps, tu te rends compte que ou c'est même pas adapté à ta personnalité, ou c'est même pas tout simplement adapté à tes objectifs. Il y a des gens qui ne rêvent pas le million, moi inclus. Je ne rêve pas de faire le million, je m'en fous littéralement. Moi, je veux juste vivre confortablement. Et il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui, je le vois, commencent à se reconnaître beaucoup plus dans ce discours de OK, et si en Oui. fait, ce que je suis en train de générer, et si en fait, ça suffisait très bien pour vivre, très bien pour subvenir à mes besoins, et en fait, de rester avec du temps libre, tu en parlais tout à l'heure très bien, du mercredi libre, du vendredi pour vous, du week-end complet. Donc, il y a aussi, je pense, cette volonté de définir correctement le business que l'on souhaite. Tu l'évoquais aussi tout à l'heure que quand on est entrepreneur, ça vacille beaucoup. Il peut y avoir des périodes un petit peu plus difficiles, des périodes où il va y avoir plus de rentrée d'argent. Quand on souhaite comme ça réduire ses dépenses, on pense directement à réduire ses outils, réduire ses investissements. La dernière fois, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui disait, j'ai eu besoin de réduire mes dépenses, donc j'ai dit à ma femme de ménage d'arrêter de venir et que j'allais le faire moi-même. Le seul problème, c'est que du coup, bah, le temps qu'elle passe à faire le ménage, c'est du temps qu'elle perd pour travailler, donc c'était pas forcément le choix le plus stratégique pour elle. Comment on fait pour garder que ce qui est indispensable et supprimer ce qui est un petit peu, pas des fioritures, parce que je pars du principe que c'était utile à un certain moment, mais pour supprimer ce qui n'est pas nécessaire actuellement. Déjà, on va vraiment analyser. Le but, ça va être de refaire un point, parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, même quand on suit ses dépenses, hein, on s'y penche pas forcément, parce qu'on se dit, bon, ok, tant que la balance, elle est positive, je fais rentrer plus que ce que je dépense, on va pas vraiment venir dire est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai pas besoin. Forcément, ça va passer par une stratégie de venir éliminer le superflu. On n'a pas le choix. Là, on doit conserver la trésor, donc on va forcément venir éliminer. Donc, on va venir identifier ce qui va nous rapporter le plus. Par exemple, si on prend un logiciel d'automatisation, bon, ben, c'est clair que lui, on va pas pouvoir l'enlever parce qu'on sait que c'est ce qui nous fait gagner énormément de temps. Donc, si on l'enlève, ben, ça va pas être productif parce que ça veut dire qu'on va perdre énormément de temps, qu'on va pas pouvoir réinvestir dans ben, aller chercher le client, aller vendre. Et donc, l'effet va être complètement inverse. Ok, je vais réduire mes dépenses, mais en contrepartie, je vais pas faire plus de chiffres. D'accord? Donc, c'est vraiment analyser ce qui me rapporte le plus, ce que j'utilise vraiment. Si je vois que j'utilise un logiciel que à hauteur de 10% de son potentiel, j'en ai Mm. clairement pas besoin. Complètement. Voilà, c'est d'enlever un petit peu tout, tout ce mini confort qu'on s'est mis, parce qu'on avait les moyens à ce moment-là de dire, OK, j'en ai pas forcément super besoin, mais je le prends quand même parce que bah, voilà, je l'utiliserai de temps en temps. On va venir enlever un petit peu ce confort-là, on va venir faire un arbitrage entre qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour que je puisse fonctionner, pour que je continue à pouvoir me développer, et qu'est-ce que je peux éliminer parce que ben, pour l'instant, c'est pas la priorité, ou en tout cas, ça va pas venir nuire à ça. Voilà. Ça peut être l'occasion aussi de revoir un petit peu, est-ce que finalement, je n'ai pas des alternatives qui pourraient me coûter moindre? Ouais. Parce qu'au départ, ce logiciel n'était pas forcément cher, mais en 5 ans, il a peut-être augmenté, et puis moi, je ne l'ai pas vu passer parce que ben, par 5 euros par-ci, par-là, ben, je ne l'ai pas forcément vu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas d'autres outils qui sont arrivés, qui sont peut-être tout autant pertinents, alors qu'ils vont avoir un coût un peu moins cher? Voilà. Ou est-ce que je ne peux pas regrouper? Des fois, on sait qu'on a des logiciels qui font un peu doublon, mais on aime bien lui parce qu'il a cette option-là, l'autre, il ne l'a pas, voilà. Donc, est-ce que je ne peux pas, là, pour le coup, essayer de regrouper ce que j'ai besoin avec un seul logiciel pour optimiser son coût? Enfin voilà, là vraiment, ça va être une question de venir arbitrer Mm. sur toutes les dépenses qu'on peut avoir. Mais du coup, cette approche, ça demande aussi, tu vois, d'avoir une liste, enfin, en tout cas, de mettre le nez dans ce qui se passe dans notre entreprise. Tu vois, moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette casquette d'entrepreneur Ouais. qui est chef d'entreprise, qui prend des décisions, et j'ai jamais eu honte de le dire. Et c'est vrai que vu que la trésor le permettait, ben, c'était un investissement à droite, un investissement à gauche. Et puis, je savais que la compta, c'était pas forcément moi qui la faisais, donc bon, au pire des cas, il n'y avait pas forcément, tu vois, ce petit contrôle qui est important. Et je mets petit, mais c'est un gros contrôle. Et au final, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une énorme liste de tous les outils qu'on utilise, de toutes les dépenses que l'on a, que ce soit des dépenses annuelles ou des dépenses mensuelles. Ça dépend aussi des outils que vous avez. Comme ça permet d'avoir un regard sur ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai compris au fil des années qu'un business contrôlé, c'est un business serein.
c'est un business où on va avoir plus de prévisionnel. Comment est-ce que toi, tu crées justement ce prévisionnel de dépenses? T'en parlais très bien tout à l'heure, il va y avoir un prévisionnel sur l'année, on va voir tout ce qui va se passer. Mais comment est-ce qu'on fait pour le faire quand on est entrepreneur et qu'on ne sait même pas trop par où commencer? Alors, si on ne sait pas trop par où commencer, ce qui va être le plus simple au départ, en tout cas, ça va être de lister, comme tu fais très bien, toutes les dépenses que je vais avoir. Qu'elles soient mensuelles, trimestrielles, annuelles, peu importe, on va vraiment venir toutes les lister. Idéalement, ça va être de les mettre dans un espèce de calendrier. Donc, Mhm. on doit avoir une vision sur 12 mois. Qu'est-ce qui doit tomber en janvier, février, mars, etc., jusqu'à décembre. Et on va venir placer comme ça, hop, les petits montants. Bah, tiens, ce logiciel-là, c'est tous les mois. La CFE, c'est qu'en décembre. Voilà, on va venir mettre un petit peu tous les montants. Et ça va nous donner un budget annuel. Ok, bon, bah, je sais maintenant que j'ai tout ça en termes de dépenses. Mhm. Et on va devoir mettre en balance, ben, du coup, le chiffre d'affaires. Et c'est là où la problématique, elle se pose. Ok, mais comment est-ce que je sais combien je vais faire? Ça, c'est vraiment le plus compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait quand on va travailler sur les prévisions, c'est de prévoir à peu près 3 scénarios. On va avoir un scénario très pessimiste, celui où, bon, ok, mon année, elle va pas du tout se passer comme je l'avais prévu. Mhm. D'accord? Et dans ce cas-là, si elle se passe vraiment mal, qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, bah, par exemple, ça veut dire que je pourrais aller chercher que 2 clients par mois, pas plus, parce que ça serait catastrophique. Donc, je fais rentrer tant de chiffre d'affaires. Du coup, je serais incapable de payer les charges que j'avais prévues. Mhm. Donc, je prévois un plan d'action. OK, si c'est catastrophique, qu'est-ce que je coupe? Ok. Et hop, on va trouver l'équilibre. On va faire pareil avec un scénario réaliste. Si mon année, elle se passe comme quelque chose de normal, on va dire. OK, ben, soit j'ai des chiffres des années d'avant pour m'appuyer dessus, et dans ce cas-là, ben, je me dis, je fais la même chose, Ok. d'accord, que les années précédentes. Ou alors, si j'ai rien, que c'est ma première année, ben, je vais dire, moi, je sais que si je suis réaliste par rapport à mon marché, par rapport à mon offre, par rapport à ce que je suis capable d'absorber en termes d'activité, je sais que je peux avoir 4 clients par mois, par exemple, 4 nouveaux clients par mois. Et dans ce cas-là, je vais voir en termes de chiffre d'affaires ce que ça donne. Et pareil, est-ce que mon budget il est capable d'absorber, oui ou non, et on voit. D'accord? Et ensuite, on va forcément avoir le troisième, c'est celui où je vais tout déchirer, Mhm. d'accord? Où je suis vraiment plus ambitieuse, où je me dis, OK, je vais aller chercher ce chiffre. Euh, et là, dans ce cas-là, ben, pareil, il faut qu'on prévoie un plan d'action parce que le pire et le meilleur, enfin, en tout cas, vraiment le scénario pessimiste et optimiste, ils ont tous les deux leur danger, leur niveau de danger. Pourquoi? Parce que si je me développe trop vite et que je ne l'ai pas prévu, ben, est-ce que je vais pouvoir absorber toute l'activité? Mhm. Bien sûr que non, je vais me rendre compte que ça ne va pas être possible. Donc, je vais vite devoir déléguer, mais est-ce que du coup, si je ne l'ai pas prévu, je suis capable d'absorber le fait de déléguer un petit peu? Ben, ça, il faut le prévoir. Donc, on va faire aussi dans ce scénario un petit peu où j'explose tous les records, en tout cas mes records. Mhm. Eh ben, est-ce que, voilà, je mets de la sous-traitance en plus, voilà, je vais venir mettre un petit peu plus de pub, peut-être, et on va voir, est-ce que du coup, j'ai un équilibre aussi, oui ou non? Ok. Donc là, ce qui fait que quand on va démarrer son année, on est hyper sereine. Si ça se passe mal, j'ai mon plan d'action. Mhm. Si tout va bien, c'est pareil, je l'ai prévu. Et puis si tout explose, pas de panique, j'ai déjà prévu. Je compte sous-traiter, j'ai déjà du monde, voilà, que j'ai déjà un peu repéré si jamais je veux travailler avec eux. Enfin voilà. Donc on a en fait tout. Et c'est là où on va éviter ce stress et ce pilotage un peu incertain parce qu'on a déjà tout prévu. On Complètement. a toutes nos charges, on a tout ce qu'on est capable de générer en termes de chiffres et on a les plans d'action qui vont coller avec le scénario qui va se dérouler au fur et à mesure. Et on va pouvoir apporter tout de suite du correctif. C'est vrai que les finances, c'est quelque chose qui angoisse énormément. Oui. Moi, si on me demande de faire de la com, ça m'angoisse autant, je pense, que les gens à qui on parle de finances. C'est terrible pour moi, cette partie-là. Mais c'est un peu comme, tu sais, quand on est sur les finances perso, quand on sait qu'on a découvert, mais qu'on ne regarde pas son compte. Tu On se vas pas dit, sur si le je compte. regarde, voilà, Regarde pas, si je je n'ai regarde jamais vu. Je ne voilà, sais si je pas. regarde pas, ça n'existe pas. C'est vraiment, ça n'existe pas, je ne l'ai pas vu, je fais l'autruche et de toute façon, au pire des cas, je ne connais pas cette situation. C'est vraiment exactement ça. Exactement. On fait ça, on regarde pas et on se dit, bah, je peux continuer à dépenser. De toute façon, comme je sais pas que je suis à découvert et que je le vois pas, tant que ma corde passe, bah, je vais y aller. Ben, en fait, on va pas dormir la nuit. On va se dire, oh là là, je sais en fait au fond de moi que je suis à découvert. Je sais que c'est pas raisonnable, mais cette peur, du coup, elle va être disproportionnée parce qu'on n'a pas l'information. Là, pour les finances pro, c'est pareil. Ok, c'est pas fun, c'est pas le truc le plus cool à faire, mais ça dépend. Si vraiment on arrive à tout mettre sur papier et avoir une vision claire, non seulement on enlève la peur, ok, je sais que je suis pas dans les clous, c'est la cata, mais au moins je le sais et je sais quoi faire. En tout cas, vite mettre des actions en place pour corriger ça. Et en plus de ça, quand on arrive à transcrire un petit peu sous forme de chiffres,
ben, on se rend compte qu'il y a un côté cool, en fait, à dire, ouais, je fais rentrer tant d'argent, j'arrive à me dégager tant de bénéfices, donc je vais pouvoir augmenter ma rémunération. Donc, il y a quand même des côtés fun. Alors, ok, c'est pas le super fun, mais il y en a quand même un peu. C'est vrai que d'avoir cette anticipation d'entrepreneur et de se dire que tu vas aller imaginer toutes les situations possibles, ça enlève la sensation de ne pas avoir de filet de sécurité Oui, et de pouvoir être beaucoup plus sereine dans tes actions parce que mine de rien, je ne sais pas si toi tu as déjà eu cette sensation, mais quand tu es dans une situation de rush où tu sais absolument que tu dois faire rentrer de l'argent, tu rentres dans une communication, voire même dans des actions qui sont hyper pushy et c'est exactement à ce moment-là que tu ne vends rien du tout parce que ça se oui, ressent tellement que tu forces la vente que tu fais rentrer encore moins d'argent et c'est là où tu rentres dans le fameux cercle vicieux où il n'y a rien qui va, où tu rentres pas dans les clous et où tu as encore plus peur et du coup tu dors pas la nuit et tu te dis que tu as raté ta vie et que tu vas reprendre un salariat ou que tu vas changer complètement de vie, de pays, de machin, de ce que tu veux. Euh, et de tout changer comme ça peut faire doublement peur. oui. Est-ce que toi, tu as une recommandation parce que du coup, tu nous as exposé trois cas de figure entre le réaliste et l'ambitieux, parce que généralement, le réaliste, c'est là où on va trouver un point de stagnation, et l'ambitieux, c'est là où vraiment il va falloir tout donner et tout arracher presque, mais c'est souvent à ce moment-là que c'est pas du tout réaliste. Quelle est, toi, ta recommandation sur la base du réaliste, parce que c'est des choses qu'on a déjà faites euh, pour évoluer un petit peu plus l'année suivante? Quel est le pourcentage de croissance que tu recommandes? Parce que c'est vrai que on peut voir des chiffres mirobolants sur les réseaux, Oui. on peut voir des croissances de fou, et attention, tu l'as très bien dit, croissance de fou dit aussi structuration et équipe, on ne pourra pas tout faire tout seul. Je vous en ai d'ailleurs fait moi-même un épisode de podcast dans la But First Academy où la machine m'a complètement dépassée. Donc comme quoi ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de honte à ça. Mais du coup, quel serait sur un plan réaliste et de vision ambitieuse, un pourcentage de croissance qu'il faudrait imaginer. Alors, pour le coup, ça va vraiment dépendre de l'activité. Ok. On va pas avoir une évolution identique si on est sur du e-commerce que sur de la prestation de service. Sur l'e-commerce, ça peut aller très très vite Mm. en développement puisque on n'a pas de, on va pas vendre son temps. On vend un produit, on met un gros budget com. Si on a une bonne agence de com derrière, voilà, ça peut prendre très vite. Donc on peut avoir des croissances incroyables. On peut aussi, à contrario, Mm. avoir voilà, tout qui s'écroule. Donc, c'est Ok. quelque chose qui est assez variable. Mais selon l'activité, on va pas marger ou on va pas évoluer de la même façon. Mais il y a aussi le profil de l'entrepreneur. On va Mhm. avoir des entrepreneurs qui sont plus ambitieux que d'autres. On en a qui sont plus dans la sécurité. Ok, je prends un risque, mais il faut qu'il soit voilà, petit, maîtrisé quand même, etc. Il y en a d'autres qui vont au contraire vraiment se challenger et aller chercher quelque chose de beaucoup plus. Maintenant, on peut tout à fait dire qu'on va aller chercher une évolution entre 20 et 30%, en tout cas de croissance, ce qui pourrait être hyper pertinent. C'est pas forcément grave si on n'y arrive pas, attention, hein, parce qu'encore une fois, ça va dépendre des moyens, etc. Mais ça fait partie des belles, en tout cas, courbes de croissance. Mhm. Maintenant, attention à ce qu'on peut voir, hein. Oui, ok, j'ai fait 1 million en temps de mois. C'est pas ça qui va être important quand on va parler de croissance. Et c'est pour ça que je parle de taux. Là, ça va être vraiment en croissance en termes de bénéfices, puisque Mhm. finalement, il n'y a que ça qui compte, le bénéfice. Qu'est-ce qui te reste à la fin? Des fois, on va se rendre compte quand on fait ces scénarios-là, ok, en étant plus ambitieuse, ça me demande plus de ressources, Mhm. donc plus de sous-traitance, plus, voilà, plus de charges, mais finalement, je vais gagner moins. Mhm. Attends, pas intéressant pour moi. Soit ça veut dire qu'il faut que je sois beaucoup plus ambitieuse que ça pour que ça le devienne, soit ça ne me correspond pas et dans ce cas-là, je reste au stade où je suis. Ça ne veut pas dire qu'on stagne et qu'on fait rien. Il va falloir quand même se renouveler, apporter de la nouveauté, etc., etc. Mais finalement, je me rends compte que mon bénéfice, il est beaucoup plus important en me demandant Mhm. moins de stress, moins d'investissement, etc. Et ça me convient mieux. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à un chiffre, mais plutôt au bénéfice que je vais en tirer. Merci d'avoir parlé de ça. Parce que les personnes qui écoutent le podcast et qui suivent la But First Academy le savent. Moi, à côté de ça, j'avais une agence. Et le modèle agence est complètement différent. Et c'est vrai que autant on pouvait gagner beaucoup parce que les projets étaient très gros et parce que l'équipe était très bien constituée et très bien structurée, autant on pouvait également dépenser énormément parce qu'il y avait beaucoup de sorties d'argent. Et c'est pas parce que vous voyez des trucs énormes que c'est rentable. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté mon agence parce que entre les nœuds au cerveau que ça me causait, entre le stress, entre la peur de me dire j'ai des personnes que je dois rémunérer.
et de me rendre compte après, parce que vous l'aurez compris après cet épisode de podcast, je ne suis pas la personne parfaite dans les finances. D'ailleurs, ça me fait souvent un peu peur et c'est pour ça que je suis très très contente d'avoir Fanny aujourd'hui avec nous. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'au final, parfois, il y avait certains projets où je perdais de l'argent juste parce que c'était un gros renom et tout. Et du coup, moi-même, par mon ignorance et parce que j'avais peur, toutes les décisions qui étaient prises après par la suite n'étaient absolument pas du tout stratégiques. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais absolument qu'on parle de cette thématique et je suis très contente que tu en parles de toi-même sans réellement connaître la situation interne. Parce que c'est vrai que ça résonne très fort de mon côté. Et si moi, en tout cas, je peux vous donner un peu ma recommandation et de comment est-ce que j'applique les choses, je fais 20 à 30% de croissance sur le bénéfice, du coup, l'année suivante, pour rester quand même réaliste, mais quand même pour me challenger. Parce que avoir la sensation de stagner, c'est pas forcément la meilleure. Vous l'aurez compris tout au long de cet échange, j'ai probablement fait presque toutes les erreurs que Fanny a énoncées. Euh, je suis très à l'aise avec ça et très confortable avec ça parce que les bonnes actions, en tout cas, sont en train d'être prises. Mais est-ce que, selon toi, le pilotage financier est fait pour tout le monde? Et est-ce qu'on est obligé de se tromper, un peu comme moi, pour revenir sur le droit chemin? Ou est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu peux éviter en t'entourant et en te renseignant correctement? Chose que je n'ai pas fait, j'avoue. Alors, oui, le pilotage, il est fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la clé de la réussite pour l'entrepreneur, c'est l'anticipation. Hmm. Et c'est pour ça que cette liberté d'être entrepreneur, elle a un prix. C'est qu'on est toujours sans cesse en train de dire, OK, il faut que j'anticipe, il faut que j'anticipe, il faut que j'anticipe. On est déjà en train de travailler sur 2025, voire même 2026. Enfin voilà, on doit toujours avoir un temps d'avance sur tout. Et forcément, ça passe par le pilotage financier. C'est quand même la base. Alors, c'est pas plus important que le reste. Tout doit être équilibré dans une entreprise, en marketing comme finance. Mais la base de tout, c'est vraiment la finance. Si j'ai pas de budget, je peux pas communiquer. Si j'ai pas de budget, je peux pas me rémunérer. Enfin bref, si j'ai pas de budget, j'ai pas de business. Donc, ça reste quand même le socle qui va me permettre de mettre en place tout le reste, tout mon plan d'action, communication, tout mon plan marketing, tout. Enfin voilà, tout ça, ça va en découler. Donc, on doit avoir un pilotage financier, même quand on est tout petit, puisque Mhm. le pilotage financier, c'est aussi vérifier sa rentabilité. Est-ce que je t'arrive bien? Est-ce que du coup je suis rentable? Parce que comme tu disais, il vaut mieux pas faire de chiffres que faire moi ce que j'appelle le mauvais chiffre. C'est celui qui non seulement tu vas travailler, mais en plus tu perds de l'argent. Alors c'est carrément bête, il vaut mieux pas le faire du tout. Mhm. D'accord? Donc c'est pour ça que ce pilotage, il est essentiel même quand on est tout petit. On pense souvent que non, oh, c'est pour les riches, ça, ou c'est pour ceux qui font 10 000 euros ou 100 000 euros ou 1 million. Enfin bref, pas du tout. Voilà, c'est vraiment aussi quand on est tout petit. Et comme on le disait, c'est vraiment le GPS, c'est la boussole, celle qui va permettre de dire, OK, voilà où on va, voilà comment on va atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés là. Si tu devais résumer tout ce qu'on a dit, en quelques actions à mettre en place pour justement sécuriser son business et avoir moins cette peur financière qui est là, qui est présente et c'est complètement OK si vous, vous la ressentez de votre côté. Quel serait le top 3 des actions que toi, dès le début, si une personne n'a jamais fait ça ou qu'elle le fait quand elle n'a pas le choix, du style moi, comment on fait? Alors, moi, je dirais que déjà, au départ, ce qui va être important, c'est de maîtriser le statut qu'on a choisi. Donc, Mhm. se faire accompagner, oui ou non, hein, mais en tout cas, de maîtriser. OK, je connais mes obligations, je connais Mhm. voilà, ce que je peux faire, pas faire, et surtout ce que je suis obligée de faire. Parce qu'il faut qu'on maîtrise ça, pas avoir de surprise de se prendre des pénalités, des choses ou quoi. Donc, vraiment maîtriser son statut, le choix du statut. Ensuite, ça va être vraiment de réussir à avoir ce prévisionnel de départ pour vérifier est-ce que mon projet il est viable ou non. Si dès le départ il n'est pas viable, ben on va pas, voilà, il faut revoir le projet. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais il faut le revoir. Des fois, on va passer des années à s'épuiser, à se dire mais j'arrive jamais à me rémunérer, alors qu'on avait juste à faire l'analyse au départ, on aurait vu que voilà, c'était un peu déséquilibré, il faut rééquilibrer. Donc faire ces prévisions-là, vérifier que les tarifs sont rentables et qu'on va pouvoir vivre de cette activité. Mhm. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, bah vraiment venir créer un fonds de trésorerie, le petit matelas de sécurité. Donc on dit toujours il faut entre 3 et 6 mois de charges fixes d'avance. Donc Mhm. les charges fixes, c'est y compris la rémunération de l'entrepreneur. Complètement. Et si on n'a pas envie de faire tout ça, si, alors, vous avez le droit d'avoir la flemme, vous avez le droit d'avoir peur, si on n'a pas envie de mettre le nez dans ces chiffres, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Est-ce que tu nous montres comment on fait? Est-ce que tu le fais pour nous? Comment ça se passe?
Alors, je vais répondre à tous les cas, à tous les profils. Celle qui a vraiment envie d'apprendre parce qu'elle veut être capable de le gérer, elle, et en plus, moi, je trouve ça hyper intéressant et je le propose de toute façon dans toutes mes offres. Le chef d'entreprise doit connaître au moins les bases. On ne doit pas être experte en finance. Mais comme on dit, la confiance, elle n'exclut pas le contrôle. Et même si je délègue à une experte, je dois être capable d'avoir des indicateurs qui m'alertent si jamais mon business, il n'est pas, voilà, en grande forme. Mhm. Donc, il va avoir la personne qui veut être formée. Dans ce cas-là, pas de problème. Moi, je fais des accompagnements de 3 mois pour vraiment, on pose toutes les bases, rentabilité, études de marché, écosystème d'offres, enfin voilà, on voit la totale, le prévisionnel. La personne, après, elle a les bases pour y aller. D'accord? Là, on va le faire ensemble. Donc, on est vraiment une et l'autre à 50-50. On Mhm. va voir la consultation one-shot très courte. J'ai une seule problématique. Je ne sais pas si mes tarifs sont rentables, par exemple. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais faire l'analyse et ensuite on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Et on va voir celle qui a vraiment pas envie de se prendre la tête et dans ce cas-là, qui va dire non, mais moi, Fanny, j'ai besoin que tu sois avec moi tout le temps, comme Mhm. si tu étais dans ma poche, que tu gères ma finance et que tu me dises en gros à la fin du mois est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, ou que tu répondes à toutes mes questions. Et donc là, ça sera plutôt un forfait bras droit mensuel où le conseil pour le coup et l'accompagnement est en illimité. Incroyable. Et du coup, dans ce fameux bras droit, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi du coup l'aspect stratégique parce que tu parlais du coup Oui. du prix, tu parlais de la structure des offres, etc. Du coup, il y a aussi cet élément-là que toi, tu prends en compte dans tes analyses. Exactement. Là, on va être vraiment sur du pilotage à 100%, c'est-à-dire qu'on part du prévisionnel qu'on va faire en début d'année, enfin du coup en fin d'année et d'avant, on va découler tout le plan d'action et on va surtout voir en termes de stratégie, est-ce qu'il faut que je diversifie mes offres, est-ce qu'elles sont trop diversifiées, est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va prendre en compte pour développer. Donc c'est vraiment un petit peu euh, Un bras droit quelqu'un stratégique. qui va m'aider. Voilà. Un bon bras droit stratégique à avoir dans son Voilà. équipe. De toute façon, que vous souhaitiez Fanny dans votre poche, comme elle l'a très bien dit, ou que vous souhaitez juste avoir un œil de regard extérieur sur votre business, sur ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que ça vous fait peur ou parce que tout simplement vous ne savez pas, je vous mets de toute façon toutes les informations dans les notes de cet épisode de podcast. Vraiment, Fanny, un énorme merci à toi pour Bah, ta merci à toi. transparence pour ton partage sur cette thématique qui parfois peut être très chiante. Et mine de rien, on a rendu ce truc un peu plus fun. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris ton temps, d'avoir levé un peu le tabou autour des finances, autour des investissements. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci à toi pour ton invitation et pour cet échange très agréable. Et puis je te dis moi aussi à bientôt.